Le premier épisode de la série américaine Breaking Bad est poignant et raconté d'une manière captivante. En 58 minutes, Walter White, le héros de cette série, traverse plusieurs péripéties et en ressort transformé, passant de professeur de chimie déprimé dans un lycée de seconde zone à un fabricant de drogue reconnu bossant dans un camping-car. Alors en quoi ce scénario hollywoodien presque improbable est proche de mon histoire ? Me suis-je retrouvé dans un camping-car à trouver une faille de sécurité pour hacker LinkedIn ? Non, je vous rassure, mais en décortiquant ce premier épisode, vous allez comprendre comment fonctionne le storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires captivantes qui vous tiennent en haleine jusqu'au bout et suscitent une émotion forte chez votre lecteur ou spectateur. Et je vous montrerai comment l'évolution de ma marque personnelle s'inscrit dans cette structure et comment vous pouvez l'appliquer dans votre marketing. Ce premier épisode de la série Breaking Bad suit une structure en 3 actes, comme dans n'importe quel film hollywoodien. Elle est d'ailleurs tirée du livre Le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, où il décrit le concept du voyage du héros, aussi appelé monomythe. Le premier acte plante le décor et présente le personnage principal dans sa vie de tous les jours. Cet acte 1 introduit l'élément déclencheur qui bouscule le personnage et l'oblige à se lancer dans une quête difficile, voire insurmontable. C'est ainsi que démarre l'acte 2 où le héros est appelé à l'aventure. Cet acte représente souvent la plus grande partie du film, c'est là où le héros rencontre ses alliés et son ennemi. Il progresse malgré les obstacles et les rebondissements pour atteindre son but. Et finalement le héros arrive à un point culminant où il se retrouve dos au mur. Va-t-il vaincre son ennemi ? Dans ce troisième et dernier acte, le héros triomphe ou échoue dans sa quête et nous partage les leçons de son aventure. Alors voyons comment cette structure s'applique dans le premier épisode de Breaking Bad. Dans cet acte 1, Walter White est un héros attachant qui tente désespérément d'être le père et mari modèle, mais un événement tragique va chambouler son existence. On commence par poser la situation initiale. Walter est un brillant chimiste et pourtant il cumule 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Professeur de chimie dans un lycée de seconde zone et caissier dans une station de lavage. C'est fascinant, je vous assure. Chad, 2, 3 qui font 10 et 10 qui font 20. Voilà votre reçu, vous n'avez qu'à présenter ce ticket au laveur de voiture. Merci, à bientôt. Son quotidien est un enchaînement d'humiliations alors qu'il rêve d'être un homme modèle et un chimiste reconnu. Première humiliation, il doit faire des tâches ingrates dans son deuxième job. Hé, monsieur White! Astiquer, faut que ça brille! Non mais j'hallucine. Tu devineras jamais qu'il est en train de laver la voiture de Chad. Deuxième humiliation, son beau-frère l'humilie devant son fils. Allez, prends-le, vas-y! Bah ouais, vas-y, prends-le, Walt. Oh ouais. Bah, c'est lourd. C'est pour les vrais hommes. Allez, t'inquiète, il va pas te mordre. Et pour finir, il s'écroule subitement par terre et est amené d'urgence à l'hôpital, mais il n'a pas les moyens de se soigner. Vous savez, j'ai pas une très bonne assurance. Je peux pas S'il vous vous plaît, permettre... respirez profondément. Il apprend qu'il a le cancer et qu'il lui reste maximum 2 ans à vivre. C'est l'incident déclencheur de cette histoire. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui. Cancer du poumon, inopérable. Je suis désolé. Je veux seulement être sûr que vous avez compris. Dans le meilleur des cas, avec une chimio, je vivrai peut-être encore 1 ou 2 ans. Accablé par tout ça, Walter White est au bout du rouleau et ne maîtrise plus du tout ses émotions. J'ai besoin de toi pour lustrer les voitures. Mais t'es là pour bosser ou pour rêver ou je ne sais pas quoi. Allez, viens. Allez, grouille. Va te faire foutre, Bogdan. Quoi? J'ai dit va te faire foutre! Il quitte son boulot et finalement se souvient de la proposition de Dank de l'accompagner à un démantèlement. Il accepte, car après tout, il n'a plus rien à perdre. Hank, c'est Walt, salut. Oui, dis-moi, je t'ai pas réveillé au moins. Ah, bon. Oh non, tout va bien. En fait, j'ai repensé à ta proposition. Pour la descente. Parfaite transition vers l'acte 2, où le héros, Walter, sort de sa zone de confort et décide une bonne fois pour toutes de prendre son destin en main. C'est l'appel à l'aventure. Walter va se confronter à des obstacles de plus en plus difficiles pour atteindre son objectif. Être reconnu en tant qu'un chimiste doué et un père et mari sur qui on peut compter. Il va donc développer sa résistance à la douleur et gagner en confiance. Les péripéties commencent.
et Walter se retrouve mêlé au démantèlement qui ne se passe pas comme prévu. Enfin bref, c'est la maison sauge là, tu la vois? Mais comment vous savez que c'est un labo? Walter reconnaît Jesse et voit une opportunité de mettre son talent de chimiste à rude épreuve et de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Mon Dieu. Pinkman? Il décide alors d'aller à sa rencontre pour lui proposer un deal, c'est-à-dire remplacer son associé le cuistot qui s'est fait choper et créer la meilleure meth au monde. Vous associez avec moi. C'est ça. Ou tu acceptes, ou je te dénonce aux flics. Mais il doit faire face à un premier obstacle. Où trouver tout ce matériel sans se faire griller? Puis un deuxième obstacle. Où faire cette cuisine? Un camping-car. C'est ça qu'il vous faut. Ça irait, ça, pour bosser. Et enfin un troisième obstacle. Et avec quel argent acheter ce camping-car? Il y a même pas 7000 alors que mon gars en veut 85. Je t'ai donné tout l'argent que j'ai, toutes mes économies. Il joue donc ici toute sa vie et tout son honneur. Suite à ça, le héros dit une phrase décisive pour la suite de l'histoire. Je me suis réveillé. Quoi? Achète le camping-car. A partir de là, Walter se montre sous un nouveau jour. Marre d'être humilié et ne rien dire, il décide de protéger son fils et apparaît comme un vrai homme aux yeux de sa femme. Maman, tu peux monter la braguette de mon beau pantalon? Là, t'as mon beau pantalon tout neuf. Les péripéties continuent, Walter est déterminé à créer de la meth. Tout le matériel est fin prêt pour la première production et Walter est enfin reconnu comme un vrai chimiste par quelqu'un. Oh, vous êtes un putain d'artiste. C'est de l'art, Monsieur White. Bah, tu sais, c'est que de la chimie tout à fait basique, mais merci Jesse, je suis content, c'est acceptable. Mais le héros se retrouve face à un obstacle majeur. Comment vendre cette meth? C'est là que son allié Jesse va faire appel à son réseau de dealers et contacter une personne qui sera l'ennemi de Walter, c'est-à-dire Crazy 8. Je suis pas venu pour acheter. Viens vendre. Walter a enfin tout ce qu'il veut. Il a trouvé une solution pour payer son traitement, subvenir à sa famille et faire briller son génie de la chimie. Mais voilà, c'est la crise. Le point culminant de l'histoire où le héros doit affronter son pire ennemi. Tout ce qu'il a construit pour se sortir de la galère est sur le point de s'écrouler. Crazy 8 reconnaît Walter car il l'avait vu aux côtés de Hank lors de l'arrestation. Hé, je te connais, toi. Il était là quand je me suis fait serrer. Il était avec les keufs. Non! Le héros se retrouve dos au mur. Pris au piège face à cet homme armé, il doit trouver une solution d'urgence pour ne pas mourir. Donner la recette de la meth en échange de leur vie. Attendez. Attendez une minute. Écoutez, je pourrais essayer. Si vous voulez, je vous apprends ma recette. Vous en dites quoi? Vous voulez faire la cuisine comme moi? Cette dernière scène marque le début de la confrontation finale et donc de l'acte 3. Walter est en train de cuisiner et dans une volonté de survie, il utilise du phosphore pour créer une explosion. C'est le coup de théâtre. Les bandits meurent, ils délivrent Jesse et s'enfuient. Entendant les sirènes de la police et ne voyant plus aucune issue, il décide de se suicider. Mais le pistolet est enrayé. Ce passage marque le dénouement de l'histoire. Finalement, ce n'était pas la police. L'épisode se conclut ainsi. Notre héros a pris totalement confiance en lui et dévoile une facette de sa personnalité profondément endormie. Vous leur avez fait quoi?
Le phosphore rouge mis en présence d'humidité et catalysé par la chaleur, ça donne l'hydrure de phosphore. De la phosphine. Une bonne bouffée. Il se rend compte qu'il a été capable de réussir tous ses exploits. Et le héros retrouve une situation d'équilibre. Cette structure est captivante grâce aux enjeux, aux obstacles et aux objectifs que traverse le héros. Sans cela, eh bien, ce serait ennuyeux à mourir. Maintenant, si on dessine le schéma narratif de cette histoire sur un graphique pensé par Kurt Vonnegut, merci Stan Lee pour la découverte, eh bien voici ce que ça donne. L'idée est de décrire le parcours émotionnel du héros. En haut du graphique, vous avez le bonheur et en bas, le malheur. À gauche, le début de l'histoire et à droite, la fin. Dans le cas de notre héros, Walter White, eh bien, son besoin et désir profond est la reconnaissance. Donc que ce soit auprès de sa famille ou auprès de ses pairs. Vous avez donc en haut du graphique la reconnaissance et en bas, l'ignorance. Alors voici à quoi ça ressemble. L'acte 1 introduit l'histoire, avec une situation initiale. Walter est un brillant chimiste et cumule 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Son quotidien est un enchaînement d'humiliations alors qu'il rêve d'être un homme modèle et un chimiste reconnu. Première humiliation, son patron l'oblige à faire des tâches ingrates. Deuxième humiliation, son beau-frère se moque de lui devant son fils. Et troisième humiliation, sa femme l'infantilise et il apprend qu'il a le cancer et qu'il lui reste maximum 2 ans à vivre. Walter est au bout du rouleau, quitte son boulot et finalement accepte d'accompagner Hank à un démantèlement. C'est là qu'on entre dans l'acte 2 qui relate la quête du héros. Walter se retrouve mêlé au démantèlement qui ne se passe pas comme prévu, mais entrevoit une opportunité de sortir de son enfer quotidien. Il propose un deal pour remplacer le cuistot et ainsi redorer sa fierté. Il se frotte donc à un premier obstacle. Où trouver tout le matériel sans se faire griller? Eh bien, à l'école, là où il enseigne. Puis, il se frotte à un deuxième obstacle. Où faire toute cette cuisine? Eh bien, il décide d'acheter un camping-car. Et enfin, il se confronte à un troisième obstacle, mais avec quel argent acheter ce camping-car? Eh bien, avec ses économies. Et là, le héros joue toute sa vie et surtout son honneur. Et à ce moment-là, retournement de situation quand Walter dit « Je me suis réveillé ». À partir de là, Walter se montre sous un nouveau jour, sa confiance en lui est au plus haut, il crée de la meth et est adulé par Jesse. Il est enfin reconnu pour sa vraie valeur, il a trouvé une solution pour payer son traitement, subvenir à sa famille et faire briller son génie de la chimie. Mais voilà, c'est la crise. Le plan capote et tout est sur le point de se réduire en cendres. Walter se retrouve dos au mur et une mort quasi certaine. Adieu toute reconnaissance et sa mort sera juste la preuve de son échec et une honte pour sa famille. Et c'est là qu'on entre dans l'acte 3 qui marque le dénouement. Contre toute attente, eh bien, il triomphe face à son ennemi, mais la police est sur le point d'arriver, il est cuit tout comme ses rêves. Il loupe son suicide, et heureusement car ce n'était pas les pompiers, et il se rend compte qu'il a été capable de réussir tous ses exploits, à lui toute la reconnaissance. Comme vous le voyez, ce schéma narratif n'est pas linéaire, mais bien ponctué de hauts et de bas émotionnels, pour rendre l'histoire captivante jusqu'au bout. De la même façon, mon histoire est presque similaire à celle de Walter White, car elle suit le même schéma narratif. Comme Walter, je dois combattre un ennemi, mais un ennemi interne. En soi, la peur de ne pas devenir une référence sur mon marché, donc l'ignorance. Situation initiale. LinkedIn a été racheté par Microsoft le 6 décembre 2016. La plateforme évolue tout comme son nombre d'utilisateurs. Début 2017, je vois l'énorme potentiel de ce réseau social. D'autant plus que la plupart de mes concurrents sur le web marketing n'y sont pas, alors que LinkedIn offre une portée organique généreuse. Je suis donc en plein espoir pour ne plus faire partie de cette majorité silencieuse et enfin briller sur ce réseau social. Juin 2017. Je suis inconnu sur LinkedIn et mon réseau est quasi inexistant. À peine 200 contacts, mon positionnement n'est pas clair et je me rends compte que percer sur ce réseau social sera beaucoup plus difficile que prévu. C'est l'incident déclencheur. Je suis confronté à un démon interne, la peur de ne pas percer sur mon marché et de ne pas être reconnu pour ma juste valeur. Face à cette peur, je ne fais rien. Septembre 2017. Après 3 mois de réflexion, je me pose encore ces questions. Dois-je me lancer sur LinkedIn au lieu de Facebook ou continuer à rester dans l'ombre? Par quoi commencer et quoi écrire? Comment me démarquer des autres? Décembre 2017. Je commence à publier quelques contenus sur le web marketing en me disant eh bien, que je vais rapidement être visible. Je publie 1, puis 2, puis 3 contenus. Tout le monde s'en fout, à moins que je ne comprends pas les codes de LinkedIn. C'est la transition parfaite vers l'acte 2 où le héros sort de sa zone de confort et décide d'entrer en confrontation avec son ennemi. Le mien ici, la peur de l'ignorance. Le héros va se confronter à des obstacles de plus en plus difficiles pour atteindre son objectif. Walter souhaite être reconnu en tant qu'un chimiste doué, et moi en tant que référence sur LinkedIn. Mais bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Des obstacles vont venir me barrer la route, ce qui va m'aider à renforcer mon mental et à gagner en confiance. 2 janvier 2018. L'idée de me lancer le défi de créer un post par jour pendant 90 jours survient. Je vois cette stratégie appliquée sur YouTube et par des blogueurs,
Alors pourquoi ça ne marcherait pas sur LinkedIn? C'est un bon moyen de me faire connaître, bâtir un réseau de contacts solide et voir si je peux mener une stratégie de contenu efficace. Mais la réalité me retourne en pleine figure. Je publie mes 30 premiers contenus et malheureusement ils n'explosent pas comme ce que je prévoyais et je sens que construire ma réputation va demander du temps, des compétences et beaucoup d'énergie. À cela s'ajoute un premier obstacle. Je teste des hacks et des astuces pour accélérer la croissance de ma visibilité. Je mentionne des gens à tout va et ça marche quelques temps. Je suis aux anges, mais au bout de quelques jours, tout retombe. Ma visibilité est au plus bas. Je cherche une autre solution et me confronte à un deuxième obstacle. Je teste quelques formats populaires, comme la publication de vidéos d'humour. J'engendre facilement les likes et je suis enfin visible. Ma visibilité redécolle, mais lorsque je publie des contenus plus sérieux, j'enchaîne les flops. Marre de cette situation, je décide de me focaliser sur les fondamentaux, à savoir me former à l'écriture persuasive et miser sur ma singularité en ayant un positionnement clivant. Je gagne en visibilité et en crédibilité et c'est à ce moment-là que je décide de changer ma photo de profil avec un chapeau. Les gens m'identifient et me reconnaissent grâce à cet élément distinctif et du coup je saisis cette opportunité pour créer un univers autour du chapeau. Mon réseau se développe, mon activité s'accroît et je décide de me spécialiser sur LinkedIn avec l'objectif de devenir une référence sur mon marché. Un an plus tard, en décembre 2018, j'ai réussi à créer une identité de marque forte et à me faire une place sur mon marché. Je suis au plus haut et je ne pouvais pas rêver mieux. Mais voilà, je lis le bouquin de Simon Sinek intitulé « Commencer par pourquoi ?» et là, tout bascule. Un tas de questions surchargent mon esprit. Qui suis-je vraiment? Quelles sont mes valeurs? Pourquoi ce chapeau? Dois-je conserver mon image de marque au risque de tout foutre en l'air? Cette introspection me confronte à mes doutes et je fais face à la peur de l'échec et à la peur de l'ignorance. Je me rends compte que j'ai créé une marque personnelle sans une réelle stratégie, car c'est en fonction des réactions des gens autour de l'univers du chapeau que j'ai saisi l'opportunité d'en jouer davantage et ainsi me différencier de la masse de photos de profil sur LinkedIn. Et seul face à mes propres démons, je ne sais plus quoi faire. Là arrive la crise. Est-ce que je veux vraiment devenir iconique à ma petite échelle, comme Steve Jobs, Madame de Fontenay, Jean-Paul Gaultier ou encore Karl Lagerfeld? Je doute et je ne sais plus quoi faire. Que vont penser les gens qui me suivent? Vont-ils me reconnaître? Vais-je les décevoir? Vais-je gâcher tout ce travail que je mène depuis 2 ans? Vais-je flinguer mon chiffre d'affaires? Et finalement, est-ce une bonne idée? Je me retrouve dos au mur et là je dois choisir l'avenir de mon image de marque, conserver le chapeau ou le quitter. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans l'acte 3. Je suis en pleine confrontation avec mon ennemi, la peur de ne pas être reconnu pour ma vraie valeur. Je n'ai pas toutes les réponses, mais au plus profond de moi, je préfère être ignoré par des centaines de personnes que de continuer à porter le chapeau qui ne reflète plus qui je suis dans la réalité. Je décide donc de sonder mon audience pour voir comment est perçue ma marque personnelle et surtout vérifier à quel point mon chapeau est emblématique. Et au final, les gens sont partagés entre garder ou non le chapeau, et puis moi, je suis encore plus dans le flou. Je me déconnecte donc de la plateforme et je décide de me tourner vers des spécialistes. Je discute entre autres avec plusieurs entrepreneurs sur l'image de marque, comme Romain Limois ou encore Pierre Dron. Ce qui leur ressort, c'est qu'une marque, c'est plus qu'une stratégie et une identité, c'est l'expérience qu'en a chaque consommateur. Je suis donc confiant et peu importe le résultat, je suis en accord avec mes convictions profondes, et donc c'est décidé, je quitte mon chapeau. J'explique alors sur LinkedIn en vidéo et par email que j'ai pris cette décision. Je prends le temps de réfléchir plus en détail à comment réussir la refonte de ma marque personnelle, car après tout, je dois assurer l'avenir. Donc toute ma stratégie est en place. Je fais une publication sur LinkedIn pour sonder mon audience sur le choix de ma photo de profil et coup de chance, ce post fait le buzz. Par la suite, je suis interviewé sur un podcast et je passe à la radio pour expliquer aussi tout ce changement. Et finalement, je me rends compte que les gens acceptent ce changement et continuent à me suivre. Et finalement, plus de peur que de mal, ma marque personnelle n'a pas été impactée négativement, bien au contraire. Mais après, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Seul l'avenir nous le dira. Vous l'avez compris, même si je ne suis pas un fabricant de drogue, une histoire suit toujours une structure narrative. Alors comment pouvez-vous l'implanter dans votre propre business? Devez-vous raconter votre propre histoire? Pas nécessairement. Vous pouvez raconter l'histoire de votre produit, de votre société, de votre prospect ou encore de vos clients. Ce que vous devez retenir, ce sont les fondamentaux d'une bonne histoire. Quelle est la situation de départ du héros? Quel est l'élément perturbateur? Quels sont les bas et les hauts émotionnels? Quelle est la crise qui va tout changer? Et enfin, le héros a-t-il triomphé ou échoué? Et qu'a-t-il appris de ses aventures? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et partager car ça aidera énormément la chaîne à se faire connaître. Et si vous souhaitez apprendre à développer votre visibilité sur LinkedIn grâce à la création de contenu, j'ai créé pour vous une formation gratuite en 10 leçons. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description pour accéder à la première leçon de cette formation par email. Et moi je vous dis à la prochaine.